Sonobook présente, avec l'autorisation d'Agulo Éditions, Le dictateur qui ne voulait pas mourir de Bogdan Teodorescu. Traduit du roumain par Jean-Louis Courriol. Interprété par Frédéric Knepp. La serre. On avait beau le nettoyer, le toit de la serre gardait une espèce de saleté discrète, comme une patine du temps qui était passée sur lui. Cela ne pouvait pas être un problème d'usure. On le changeait 2 ou 3 fois par an, parfois plus. C'était peut-être à cause des plantes. En tout état de cause, vu à travers, le ciel était toujours gris. Maintenant, c'était un gris naturel car il pleuvait depuis plus de 3 jours. La pluie tambourinait au-dessus de sa tête et l'invitait au sommeil. Cela faisait au moins 15 ans qu'il avait emménagé dans la serre. Au départ, c'était une toute petite pièce. Mais lorsqu'ils avaient compris qu'il avait bien l'intention de ne plus en sortir, ils l'avaient constamment agrandi, au point d'en faire le palais, tandis que le palais se transformait en logement de protocole pour les hôtes de passage. Jusqu'au jour où ils avaient disparu eux aussi. À travers les parois de verre salies par l'eau qui coulait abondamment, on apercevait le parc du palais, désolant sans la moindre feuille aux arbres, et les soldats en pèlerine qui patrouillaient entre les guérites de bois. Certains d'entre eux ne savaient même pas à quoi il ressemblait. Ils ne l'avaient jamais vu. En réalité, ils ne le connaissaient tous que d'après les portraits officiels, sauf qu'il y était plutôt pas mal. À l'époque, il avait encore de la force. Il y avait longtemps que sa dernière secrétaire avait quitté le palais, très longtemps. Il n'avait plus besoin d'elle. Il l'avait nommée ambassadrice pour son efficacité. Au fond, c'était un bel acte de volonté que de sucer quelques fois par semaine un vieux de 70 ans, chef d'État ou pas, et de faire comme si c'était agréable. Gentille fille. Voici 10 ans, elle avait sollicité une audience. Elle avait quitté son ambassade ou en voulait une autre. Il ne l'avait pas reçue. Il avait accédé à ses demandes, signé les documents nécessaires, mais n'avait pas voulu la recevoir. Il avait appris qu'elle fricotait avec un gigolo qui s'était introduit au palais. Un type jeune et grand avec un bouc. Ils allaient ensemble au bord de la mer et descendaient dans le même hôtel, où ils prenaient, comme par hasard, des chambres contiguës, dont ils ne sortaient plus pendant des jours. Lorsqu'ils faisaient une apparition, ce n'était jamais ensemble, pour la bonne règle, pour qu'on ne sache pas que l'amante du président baisait avec une espèce de conseiller. Il ne se rappelait même plus quelle place occupait le gigolo bouc dans l'organisation. On lui avait fourni les photos et les cassettes pour que le délice soit complet. Ils baisaient comme des affamés. Ils s'aimaient, peut-être. Un conseiller aux problèmes de sécurité était venu le voir avec tout ce déballage pour le convaincre de se débarrasser de la fille. Mais qui était capable de faire ce qu'elle faisait ? À partir d'un certain âge, il faut se dire que si l'on veut du gâteau, il faut partager avec le peuple. Elle était restée, le gigolo bouc avait écopé d'un avertissement, il s'était abstenu un petit mois. Le conseiller aux problèmes de sécurité s'était retrouvé préfet dans le nord du pays, à Botochani. Quant à lui, il lui avait suffi de faire voir les cassettes à la fille pour vivre la plus belle partie de baise de ses dernières années. Ce que la peur peut faire d'un être, la fille avait de ses yeux ce jour-là, elle voulait se montrer incandescente, mais toute la terreur du monde était en eux. Il avait toujours fait de la politique, et il était au pouvoir depuis 50 ans. Pendant tout ce temps-là, il avait été entouré de gens qui essayaient de le convaincre de leur loyauté et de la déloyauté des autres. Quand il était jeune, il les écoutait tour à tour. Des heures entières de délation plus infectes les unes que les autres. Certaines utiles, très utiles, beaucoup de pure baliverne. Pourquoi faisait-il ça ? À la question, tous invoquaient d'une seule voix le dévouement, l'estime, la confiance. Un seul lui avait dit sans embâche qu'il dénonçait son collègue parce qu'il voulait son poste, et parce que l'autre avait été assez bête pour avoir confiance en lui lorsqu'il lui avait proposé de faire une saloperie ensemble. Culotté le type. Il lui avait accordé promotion sur promotion jusqu'à en faire son premier ministre. Mais crac, 6 mois plus tard, il avait fait un infarctus. À son enterrement, il y avait des dizaines d'individus sur lesquels il avait marché. Ils le pleuraient tous. Ses yeux s'étaient humectés, réflexe de vieil homme faible. Chaque enterrement lui rappelait ses morts.
Et il en avait quelques-uns derrière lui, parents, amis, femmes, un enfant. Il était tranquille désormais. Il n'avait plus de soucis à se faire pour personne. Il était le dernier de la liste. Le palais est plein de membres de sa famille placés à des postes de plus ou moins grande importance, mais ce sont tous des idiots qui font bien inutilement de l'ombre à la terre. Un neveu à lui était mort un mois plus tôt, infarctus ou congestion. Il voulait être conseiller aux problèmes de défense. Un autre neveu avait hérité de son poste quelques heures avant. Une histoire de vengeance familiale. Le pauvre type a fait un infarctus. Comme si la fonction avait tant d'importance. En fait, si. Pour eux, ça compte. Chaque centimètre gagné vers le haut, chaque honneur supplémentaire, chaque nouvelle propriété, chaque galon de plus, chaque sou s'ajoutant à leur compte. Tout compte pour eux. Et c'est pour ça qu'on peut les manœuvrer, faire d'eux ce que l'on veut. L'enterrement de sa femme. La femme qu'il a eue près de lui pendant 50 ans. Elle était morte juste après leur noce d'or. Elle ne l'avait jamais compris, ne l'avait jamais écouté, n'avait cru aucun de ses serments, mais elle l'avait aimé. Dès qu'elle avait appris qu'il avait des maîtresses, et elle l'avait appris très vite, elle aussi avait reçu des cassettes et des photos, elle lui avait interdit son lit. Mais elle l'avait aimé, tristement et en silence. Elle aurait satisfait tous ses désirs, à condition qu'il se lave de toutes les fautes qu'il avait à son égard. Mais elle n'avait jamais rien demandé. Sa vie durant, elle ne lui avait pas donné le moindre conseil. Il n'avait pas pu lui en demander un seul. Rien de ce qu'il faisait ne l'intéressait et pourtant, dans le silence de la serre qui était devenue le palais, elle était la seule personne qui lui manquait. Pour le reste, il s'était habitué. Il avait toujours aimé bien manger et maintenant, une soupe lui suffisait ou un potage à base de prunes. Il avait aimé bien boire et maintenant, ce qui faisait ses délices, c'était toutes sortes d'infusions de plantes pour la digestion, la bile ou le pancréas. Il avait aimé les femmes, et cela faisait 50 ans qu'il restait enfermé dans la serre sans presque voir personne. Il ne lui restait qu'une seule chose, le pouvoir. Son image dans l'histoire, le défi à l'histoire. L'une des innombrables biographies publiées sur lui, écrite par le président de l'Académie, la personne la plus rapace peut-être qu'il eût jamais connue, justifiait son ascension au pouvoir comme un défi au cours de l'histoire normale et la naissance d'une histoire exceptionnelle pour le peuple roumain. Et cette basse flatterie avait sa logique. Lorsqu'un pays tout entier chante vos louanges, lorsque la langue s'avère trop pauvre en épithètes pour rendre hommage aux dirigeants, lorsque vous découvrez en lisant vos propres biographies des moments de votre vie que vous ignoriez totalement, c'est tout un art de trouver encore le moyen de vous flatter. Et ce type avait su le faire. Le défi à l'histoire. Le livre avait été écrit 25 ans plus tôt, mais il lui était toujours agréable, même si c'était une fadaise. Lorsqu'il était parvenu au pouvoir, de la manière la plus démocratique, par des élections, des campagnes électorales, des tournées dans le pays, des embrassades sur les marchés, dans les mariages et les baptêmes, des réceptions populaires à grand renfort de pain et de sel et de promesses sur promesses, les Roumains en avaient déjà plus qu'assez de la démocratie, du brassage d'air et de la politique. Ils vivaient mal, et toute l'Europe les regardait de haut. Il avait vécu 2 bons mandats paisibles. Les autres s'étaient battus entre eux comme des chiffonniers. Lorsqu'il avait dû se retirer au bout de ses 8 ans, on avait magouillé un brin la Constitution et il en avait eu un de plus. Le plus dur. Protestation, partis de l'opposition hurlant dans toutes les directions, portes claquées au nez partout à l'étranger. Mais sa chance avait été qu'il n'y avait aucun concurrent sérieux de l'autre côté. Et du sien, personne n'avait eu le courage de se manifester. Le 3e mandat avait été le plus terrible. Après ça, tout était allé de soi. Il était devenu un dictateur. Cela avait été sa 2e chance. L'étranger et l'opposition n'arrêtaient pas de le traiter de dictateur. Mais le peuple avait une autre idée des dictateurs. Le pouvoir ne devait pas être utilisé dans la direction attendue par la masse. Il ne doit pas être utilisé comme le ferait quiconque n'en est pas investi. C'est tellement simple d'arrêter ceux qui vous dérangent, si simple d'imposer ce que l'on veut, si simple encore de confisquer les biens des uns ou des autres, d'interdire les journaux ou les livres, d'expulser des gens. Ce n'est pas ça le pouvoir. Ce n'est que la pratique du pouvoir. La plus douce des dictatures est la démocratie.
C'est la dictature de la loi, et la plus difficile. Il faut bien comprendre à tout instant que si l'on peut faire tout ce que l'on veut, si le système accepte dans le principe même tous vos excès, en réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Or, la tentation de l'excès est énorme. Quoi de plus agréable que de grimper sur les dos courbés devant vous? Mais ce n'est pas éternellement possible. Il vous faut bien vous courber aussi un peu. Les belles histoires de dictateurs. Ces types vrais de vrais, qui démolissaient des quartiers pour construire des palais, qui plantaient leur chapeau à la pointe d'un pieu au centre de la ville pour que tout le monde vienne le saluer, qui donnaient leur nom aux villes ou transformaient la géographie du pays pour devenir éternelle, qui remplissaient les prisons d'opposants et leurs comptes bancaires personnels de millions. Après, ils finissaient assassinés par leurs propres gardes, ou s'ils mouraient de mort naturelle, c'était la grande fête populaire, une fois les 3 jours de deuil terminés. On écrivait des livres sur eux et on en faisait des films. Lui, hormis une dizaine d'années de culte de la personnalité, de biographie dithyrambique et même un film sur sa jeunesse, où il apparaissait comme une sorte de saint martyr ridicule exempt de tout péché et l'esprit plein de rêves d'émancipation sociale, on ne lui avait consacré aucun texte inutile. Le plus difficile est de faire que la masse adopte une règle. Si personne de crédible ne s'en prend à cette règle, et si la masse n'en vit pas plus mal, mais à peu près comme avant, la règle devient éternelle. La dictature n'est pas un jeu, ce n'est pas une récompense perpétuelle car il n'y a personne pour vous récompenser. La pétrification d'un mécanisme, pétrification qui peut vous maintenir à demeure à la tête d'un système qui devrait produire du mouvement, implique votre propre pétrification. Lorsqu'il était parvenu au pouvoir dans un pays irrité par la corruption et les excès de ceux qui s'emparaient d'une fonction importante, il s'était construit une image d'homme incorruptible. Lui ne volait pas, lui était honnête, pauvre mais honnête. Tandis que tous les autres leaders politiques avec lesquels il était entré en compétition s'étaient efforcés d'être des combattants anticorruption, il s'était contenté de paraître incorruptible. Tous les autres avaient échoué dans leur croisade, ce qui était normal puisque la cupidité est la caractéristique la plus significative de la classe politique. Alors que lui était resté pauvre et honnête. Au fond, lorsque pendant 50 ans l'État vous fournit à manger, de quoi vous habiller, des palais, des voitures, des avions, sa protection, des serviteurs et ainsi de suite, à quoi bon être riche, quand on a à sa disposition toute la richesse nationale? Pour rester au sommet, il faut toujours avoir le sentiment favorable de la masse, et il faut en payer le prix. Il ne faut jamais prendre ce qui semble être à portée de la main. Il ne faut pas faire ce qui semble être extrêmement simple à faire. Il ne faut pas jouir des fruits du pouvoir. Même s'ils semblent être posés devant vous comme les pommes de Bénuque, il ne faut en prendre aucun. Tous ces fruits sont empoisonnés. Les masses les voient, et si elles s'aperçoivent qu'il en manque, elles se révoltent contre vous. En revanche, il reste le pouvoir pur. Ce pouvoir que personne ne voit quand il n'est pas à l'intérieur du système. Ce pouvoir qui ne génère pas de bénéfices, mais de la peur. Le pouvoir de bouleverser les destins, de couper les hommes d'eux-mêmes, d'offrir à chaque être humain son prix, et de le déterminer à se comporter selon ce prix. Les fonctions, les richesses, les titres, les médailles, les vengeances et même les femmes, tout peut être offert, et tout peut être repris. Quand il sait qu'il peut rentrer à la maison éliminé d'une fonction qui le rend si important dans une famille qui en fait le méprise, que n'accepterait pas un homme? Quand l'argent qui lui tient lieu de puissance ou de confiance en lui semble devoir lui manquer, ou quand le spectre de la honte publique paraît s'approcher d'un honorable citoyen qui veut être enterré sous une croix immaculée, quelles horreurs n'accepterait pas un homme? Ce ne sont pas les villas, ni les comptes en banque, ni les yachts, ou les dames bon chic bon genre qui donnent les dimensions du pouvoir, mais la capacité à manœuvrer les leviers du système social. Il n'avait jamais rencontré au cours de toutes ces années un seul homme dénué d'une peur exploitable. En fait, si, il y en avait un, Hyacinthe Popescu, son seul collaborateur, la bête parfaite. « Bonsoir, Hyacinthe. Bonsoir, Monsieur le Président. » Le thé du soir pris avec son homme de confiance. Celui-ci arrivait toujours à la même heure avec un porte-document de cuir rouge, contenant les synthèses et les documents importants et attendait qu'il le serve. Toute sa vie, il avait aimé bricoler. Il était, à vrai dire, très habile et méticuleux. Ses mains l'écoutaient encore.
Il versa le thé noir à l'arôme discrètement fumé dans les tasses blanches, y ajouta les morceaux de sucre, 1 pour lui, 4 pour Hyacinthe, qui finirait sûrement par attraper le diabète. Puis le lait chaud, qu'il y laissait tomber quand le liquide devenait onctueux. Il avait assisté un jour à la cérémonie japonaise du thé, et même si le goût du thé vert lui déplaisait profondément, il éprouvait encore l'émotion qu'avait provoquée en lui la solennité et la paix de la chose. Ce soir-là, Hyacinthe était venu sans porte-document. Il n'avait aucune raison de venir avec. Le lendemain allait se tourner une nouvelle page d'histoire. « Tu les as tous avertis ?»« Oui, monsieur le président. »« Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ça les a étonnés ?» Ils se demandent une seule chose. Quelle est la tête qui va tomber ? C'est la première fois depuis 15 ans, après tout, que l'on convoque l'équipe des conseillers présidentiels. Certains d'entre eux ne vous ont encore jamais vu. D'autres croient qu'ils sauront vous reconnaître. Ils se doutent de quelque chose. Comment voulez-vous ? Même si vous leur dites demain de quoi il s'agit, ils n'y croiront pas, ou ils ne comprendront pas. Et le gouvernement ? Soit je le convoque en session extraordinaire, soit vous le réunissez au palais. C'est donc que nous pouvons commencer d'ici 2 ou 3 jours. Je crois que vous devriez d'abord avoir une entrevue avec Sa Sainteté, peut-être aussi avec le président de l'Académie. C'est toujours le même type cupide. Oui. Le défi à l'histoire, c'est ça. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui aime autant l'argent. Plus il en touchait, plus il en voulait. Ça ne lui suffisait jamais. Écoute, Hyacinthe, on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre à la place ? Si, mais je pensais que vous aviez aimé son livre. Cher ami, président de l'Académie pendant presque 30 ans juste pour 300 pages de courbettes, je pense que ça suffit, non ? Mets-en un autre à la place, je recevrai le nouveau. Vous pensez à quelqu'un ? Non, peut-être un historien ? Il appréciera sûrement ce qui viendra. Un historien ? Ce serait pas mal du tout. Il y en a encore quelques-uns à l'Académie, non ? Bien sûr, j'en connais un qui mérite la place. Demain, Hyacinthe. Parfait, monsieur le président. On fait quoi de l'ancien ? Chute spectaculaire ou retraite honorable ? S'il est bien sage, pas de spectacle. Sinon, service complet. N'oublie pas que dans les rapports d'il y a 7 ou 8 ans, il y avait des choses à propos de fonds pour le nouveau siège de l'Académie. Je sais à quoi vous vous référez. Il y en a d'autres. Concernant les entrevues que vous devriez avoir avant l'événement, le chef de l'état-major me semble s'imposer. Oui, c'est juste. Autrement dit, rien ne pourra avoir lieu avant 2 ou 3 jours. Toujours plus tard. On sera fin prêt, on évitera les surprises. Ça n'en finit plus. Voilà 20 ans qu'il travaille à ce projet, et maintenant que tout est au point, ça n'en finit plus. Il y aura tout un tas de paumés qui donneront leur avis, leurs petites explications, qui feront les malins, démontreront tous les risques, chanteront ses louanges, l'ennuieront et le feront regretter d'être sorti de sa serre. Pendant 20 ans, le projet avait été sa seule propriété, et celle de ceux qui le menaient à bien, mais cela ne compte pas de toute façon. Maintenant, ça y était. D'ici quelques jours, il appartiendrait à tous. Il lui faudrait en parler avec les étrangers. Hyacinthe, je dois rencontrer les ambassadeurs. Tous ? Je crois que oui. Au fond, il faut leur montrer que ce pays peut faire l'histoire. Insignifiant et humble comme il l'est. Il faut leur faire comprendre, on ne sait jamais. Convoque-les tous. Et la presse ? Hyacinthe, je crois qu'il nous faut un plan très précis. Savoir quand je rencontre qui, ce que je dis, quand je m'entretiens avec la presse et surtout, quand doit avoir lieu l'événement. Comptez-y pour demain. Je vous l'apporte avant la rencontre avec les conseillers. Bon, très bien, Hyacinthe. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le président. Hyacinthe ? Oui, monsieur le président. Hyacinthe, à qui as-tu pensé ? Tu as sûrement une idée. Je ne me suis pas posé la question. Pourquoi ? Tu pensais que le projet ne réussirait pas ? Tu as sûrement une idée. Oui, mais je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir la moindre importance. Malgré tout, tu as pensé à qui ? À Michel le Brave. Bravo, Hyacinthe. C'est à lui que je pensais aussi.
Il les regardait, figés sur leur siège à grand dossier rouge, le fixant tous avec de larges sourires ridicules qui leur contractaient le visage. Ils ont soudain pris conscience de l'importance du moment et ils se sont levés. Il a pris place sur son fauteuil au centre de la salle de réception et il leur a fait signe de se rasseoir. Il les connaissait tous, mais il n'en avait rencontré que 2 ou 3. Par les rapports quotidiens que lui apportait Hyacinthe, il savait toute leur mesquinerie, leur méchanceté, leurs vices, leurs impuissances. Il savait qui enviait la place de qui et qui était allié avec qui. 20 personnes en théorie extrêmement puissantes dans ce petit pays et qui ne valaient même pas leur poids en herbe. Quand il était entré dans le palais, un soldat de la garde avait éclaté en sanglots lorsqu'il était passé près de lui. Il avait voulu lui demander pourquoi, mais il n'en savait sûrement rien. C'était un petit jeune de 21 ans qui avait passé toute sa vie dans un pays dirigé par quelqu'un qu'il n'avait jamais vu et qui était brusquement apparu devant lui. Le roi est vivant. Il l'est encore et s'apprête à faire des miracles. Il lisait la peur sur les visages de ceux qui étaient dans la salle. Ils avaient peur qu'il ne les chasse, qu'il les remplace. Ils ne connaissaient pas les motifs de leur convocation et la seule raison qu'ils voyaient à un retour si spectaculaire était forcément néfaste. Alors qu'ils se demandaient tous quand ils finiraient par mourir et qu'ils préparaient leurs alliances en vue de l'attribution de sa succession, voilà que le mort les rappelait à l'ordre. Il avait bien dit jadis qu'il ne se retirerait jamais de la vie politique, que personne ne dirigerait ce pays tant qu'il serait en vie. Et il n'était pas encore mort. « Chers amis, je ne vous ai pas convoqué pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vos fonctions sont garanties et personne, pas même moi, n'y touchera. La raison de cette rencontre est beaucoup plus noble, je dirais même historique. Pas nécessairement pour moi ou pour vous, mais pour la nation et pour toute l'humanité. Après des siècles d'insignifiance, cette nation dont nous faisons tous partie prouvera à l'humanité ce dont elle est capable. Elle lui prouvera qui elle est, ce qu'elle peut, et ce sera un vrai bouleversement. Nos vies, le destin de cette nation, sa place dans le monde, tout changera. Une réévaluation totale. Des siècles durant, notre seule excellence en tant que nation a été celle de l'absence. Nous n'avons compté pour rien dans le jeu planétaire, et quand nous avons compté, on a contesté notre contribution. Nous avons été trop petits pour écrire la grande histoire, et ceux qui l'ont écrite ne nous ont pas aimés. Nos héros n'ont semblé intéressants à personne, et on nous a bombardés de héros étrangers. Trop longtemps nous avons été trop petits, trop longtemps invisibles. Nous avons vécu trop longtemps à crédit historiquement. Désormais, nous vivrons notre propre histoire, et nous forcerons les autres à la connaître. Tout en buvant quelques gorgées de thé, il voyait les regards vides des 20 conseillers. Ils avaient beau tout faire pour sembler intéressés, leurs yeux les trahissaient. Vides. Ils étaient vides. Morts, les yeux de gens dont les pensées étaient ailleurs. Ils ne comprenaient pas, et tout ce qu'ils espéraient, c'était de sortir sans dommage de cette dernière excentricité, probablement d'un vieil homme qui ne supportait pas l'idée de se retirer définitivement d'entre les vivants et les puissants. Ce pays avait connu des siècles de parlotte. Personne jamais n'avait choisi l'action. Ceux qui étaient en face de lui croyaient vivre encore dans ce doux conte roumain de mots jamais accompagnés de faits. N'allez pas croire que les choses dont je vous parle ne sont que des paroles en l'air. Cela fait 20 ans que je veille à ce qu'elles se réalisent. La Roumanie est aujourd'hui le seul pays au monde qui peut exécuter le saut dans le temps. Dans 10 jours, en présence des médias du monde entier, devant ce peuple et devant Dieu, nous ramènerons dans le présent une personnalité de notre passé, un homme qui a influencé l'histoire de cette nation et qui nous a tous inspirés. Leurs yeux de vide s'étaient fait pleins. Ils auraient voulu rire, mais ils ne pouvaient pas. Ils auraient voulu parler, mais ils n'en avaient pas le courage. Ils auraient voulu poser des questions, mais aucun ne voulait être le premier. Peu à peu, sans se décider à agir, ils se mettaient à penser, à comprendre ce qu'il venait de leur dire. « Si vous permettez, Monsieur le Président, je veux vous féliciter pour le courage extraordinaire dont vous avez fait preuve, et être le premier à vous annoncer que je suis à vos côtés pour cette initiative exceptionnelle. Comme il est écrit dans le livre du grand homme de culture qu'est le président de l'Académie roumaine, de par la totalité de votre activité, vous constituez
un vrai miracle pour ce peuple, un miracle qui est en train d'en générer un autre. Le défi à l'histoire de cette nation se métamorphose sous nos yeux en défi à l'histoire de l'humanité. Bien qu'idiot, ce lointain petit-neveu avait trouvé le mot-clé. Il ne l'était peut-être pas tant que ça. En préparant son discours de ce jour-là, il avait espéré que quelqu'un le comprendrait. Peu à peu, inspirés par les flatteries de son neveu, tous prenaient la parole pour exprimer tour à tour leur reconnaissance, leur adhésion, leur étonnement, ou les trois ensemble. Mais ils le faisaient de manière sympathique. Hyacinthe Popescu intervint lorsque l'atmosphère commença à flotter pour leur demander s'ils avaient des questions. Et ce fut encore le neveu, preuve qu'il n'était pas si idiot, qui posa plusieurs problèmes techniques. Comment le projet avait été conçu? Qui l'avait financé? Qui y avait travaillé? Hyacinthe lui répondit sèchement et laconiquement, puis vint la question attendue. « Monsieur le Président, à quelle personnalité historique avez-vous pensé pour ce saut dans le temps jusqu'à nous ?»« Chers amis, un des motifs qui m'a fait souhaiter vous consulter est justement d'entendre vos propositions. Quel serait, à votre avis, le meilleur choix ?» Ils se mirent à parler les uns après les autres. D'abord craintifs comme convaincus du ridicule de l'idée, pas vraiment sûrs qu'il ne s'agissait pas de la farce démente d'un vieux dictateur, puis de plus en plus excités, de plus en plus désireux d'affirmation et de domination. Au début, ils regardaient du coin de l'œil du côté du président pour voir s'ils étaient approuvés, puis ils s'étaient laissés entraîner et s'étaient chamaillés pendant plusieurs heures. Le président s'était retiré assez vite, les laissant sous la garde de Hyacinthe. Lorsqu'il vint le soir, son porte-document rouge était accompagné des enregistrements des discussions. « Comment ça s'est passé, Hyacinthe ?»« Tout à fait comme vous vous y attendiez, Monsieur le Président, exactement. Je me demande pourquoi je suis allé leur parler. Au fond, j'ai le peuple à mes côtés depuis tant d'années. C'est grâce à lui que je suis président. Et pourtant, bien que j'ai appris tous les mécanismes du pouvoir, bien que je sache que l'exercice du pouvoir est un exercice solitaire, il y a en moi comme la nostalgie d'une équipe fonctionnelle avec laquelle je conduirais le pays. Une équipe que je n'ai pas eue et que je n'aurai jamais. Voyons ce qu'on dit, c'est paumé. Je me suis permis de faire une sélection. De toute façon, le niveau des discussions a été médiocre. » Le président prit sa tasse de thé et s'assit dans son fauteuil devant l'écran. Le premier filmé était le lointain neveu, celui du défi à l'histoire. Il lui semblait bien l'avoir entendu parler le matin, mais il n'en avait pas retenu grand-chose. Tout ça avait dû trop l'embêter. Il n'avait eu qu'une envie, partir au plus vite. Maintenant, dans le calme devant l'écran, avec Hyacinthe à ses côtés, il pouvait tout écouter sans que la bêtise ou le mensonge provoquent en lui de souffrances physiques. À la question que nous pose si directement notre leader, le président des Roumains, nous devrions pouvoir donner une réponse directe. Mais nous, hommes simples qui ne sommes pas doués du brillant génie permettant de toucher à la vérité par quelques mots, nous, donc, avons besoin de plus de détails. Qui faut-il faire venir? Voici des années, lorsque les Américains ont envoyé un homme sur la Lune. Il a prononcé ces mots éternels. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Lorsque celui qui sera choisi marchera parmi nous, ce sera le premier. Il sera le porteur du symbole le plus fort. C'est de lui qu'on retiendra qu'il aura parcouru, grâce au génie roumain et au génie de notre dirigeant, la distance séparant les siècles. Les premiers mots qu'il prononcera devant nous deviendront des pages d'anthologie scolaire, sujets de films et de romans. Ils inspireront des générations entières de Roumains qui comprendront qu'ils sont passés du stade de petit peuple à celui de peuple important, de celui de nation aux marges de l'histoire à celui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.